C'était le dîner d'anniversaire de Catherine. Ma femme, partie depuis 1 an. Ce soir-là, mon gendre Maxime a giflé ma fille 3 fois au visage simplement parce qu'elle avait renversé de l'eau. Sa mère, Judith, s'est levée et a applaudi. C'est comme ça qu'elle apprend à se comporter, a-t-elle dit. Ils pensaient que leur pouvoir pourrait me faire taire. Ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient en face d'eux. Je me suis levé. Mes mains tremblaient de rage. J'ai sorti mon téléphone et passé un appel. Leur monde s'est effondré. Tout ça parce qu'ils ont osé faire du mal à ma fille devant moi. Je m'appelle Georges Beaumont, avocat depuis 32 ans à défendre des femmes contre des hommes violents. Rien ne m'avait préparé à voir ma propre fille se faire frapper par l'homme qu'elle appelait son mari. Comment avais-je pu manquer les signes dans ma propre maison? La réponse remontait à 18 mois plus tôt, quand mon monde s'était déjà effondré. Ma femme Catherine était psychologue, brillante et douée d'un talent exceptionnel pour lire les gens. Il y a 5 ans, lors d'un dîner avec notre fille Hélène et son nouveau petit ami Maxime Forestier, Catherine m'a murmuré « Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui ». J'ai écarté cette remarque. Hélène rayonnait, elle était heureuse. Mais Catherine se trompait rarement. Elle est décédée il y a 18 mois, d'un AVC pendant son sommeil. Avec sa mort, j'ai perdu ma boussole. Je me suis jeté dans le travail, fuyant le vide de notre maison à Lyon. Pendant ces mois de deuil, j'ai à peine remarqué qu'Hélène prenait ses distances. Je n'ai pas vu qu'elle avait cessé de mentionner ses amis, quitté son poste d'ingénieur, commencé à porter des manches longues, même en été. Hélène, 30 ans, intelligente, capable, s'était mariée avec Maxime il y a 2 ans. Sur le papier, il semblait parfait. Prospère, charmant, consultant. Comme je me trompais. Ils s'étaient rencontrés à un congrès d'ingénierie à Paris. 3 heures de conversation sans voir le temps passer. Catherine l'a rencontré quelques mois plus tard et m'a tiré à part. « Fais-moi confiance là-dessus. J'aurais dû l'écouter. » Au début, tout semblait aller bien. Puis vinrent les changements subtils. Hélène arrêta la salle de sport, les apéros avec ses amis. « Maxime me rend heureuse », disait-elle. Les commentaires s'intensifièrent. « Tu parles trop en réunion. Tu es trop indépendante. » Elle changea sa façon de s'habiller, cessa de riposter. Puis Maxime annonça « Ma mère va se rapprocher de nous ». Le sourire d'Hélène se crispa. J'aurais dû demander si tout allait bien, mais je ne l'ai pas fait. Judith Valmont arriva comme une tempête. Veuve de 62 ans, elle emménagea à 3 pâtés de maison avec une clé de leur maison. Chaque matin, elle réorganisait la cuisine, critiquait les vêtements d'Hélène. Rien n'était jamais correct. Maxime prenait toujours le parti de sa mère. 8 mois plus tard, Maxime frappa Hélène pour la première fois. Elle avait oublié son pressing. Pas assez fort pour laisser une marque, mais assez pour qu'elle comprenne. Il s'excusa, acheta des fleurs. Elle crut que c'était ponctuel. Mais le schéma se répéta. Déclencheur, explosion, excuse, cadeau, paix temporaire. Hélène cherchait toujours ce qu'elle avait fait de mal. Puis, elle quitta son emploi. Une femme à la maison est plus facile à contrôler. 6 mois plus tard, chez eux pour dîner, j'ai trouvé le couteau japonais de Catherine, tordu et endommagé. Hélène devint pâle. Je n'ai pas insisté, mais ce couteau cassé resta avec moi comme un message. Puis vint le 20 mars, l'anniversaire de Catherine. Hélène m'avait appelé. « Papa, viens dîner ce soir. » Il y avait quelque chose dans sa voix. Quand je suis arrivé, tout semblait parfait. Porcelaine, bougies, fleurs. Mais l'air était suffocant. Hélène portait des manches longues malgré la douceur du soir. Elle avait l'air d'essayer de disparaître. Judith dominait la conversation. Hélène mangeait mécaniquement, silencieuse. Puis, Hélène versa de l'eau. Sa main tremblait. Une goutte tomba dans le verre de Maxime. Son corps se raidit. « Tu vois ce que tu as fait ? » ?»« Je suis désolé, je n'ai pas... » Il se leva. Sa main monta rapidement. 3 gifles. Le bruit résonna comme des coups de feu. Hélène trébucha, du sang coulait de sa bouche. Judith applaudit. C'est comme ça qu'elle apprend à se comporter. 32 ans d'avocat s'évaporèrent. Je suis resté silencieux pendant 30 secondes. Mon esprit faisait l'inventaire. Tout compterait au tribunal. J'ai sorti mon téléphone. J'appelle la police. Vous exagérez, dit Maxime.
17 minutes depuis le commissariat Nord. Asseyez-vous. J'ai signalé l'agression calmement. Nom, adresse, blessure, témoin. 17 minutes plus tard, le brigadier Thomas Keller entra avec 2 agents. Maxime et Judith furent menottés. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, » dit Maxime. « Profitez du trajet. » Mais je savais qu'il avait raison. Son arrestation n'était que le début de quelque chose de bien plus sombre. Quelque chose qui allait déterrer des secrets enterrés depuis 11 ans. Les jours qui ont suivi l'arrestation ont été étranges, calmes mais menaçants, comme l'attente d'une tempête que vous pouvez voir se rassembler à l'horizon. Hélène est restée chez moi dans le quartier des Brotteaux. Elle quittait à peine sa chambre. Je l'entendais pleurer la nuit et pendant la journée, elle s'asseyait sur le canapé avec son ordinateur portable fermé, fixant le vide. J'essayais de lui dire que tout irait bien, que l'épreuve était accablante, que la justice prévaudrait. J'avais gagné des affaires contre des probabilités bien pires. Mais mes mots sonnaient creux, même à mes propres oreilles. 3 jours après l'arrestation de Maxime, mon assistante juridique a appelé. « Monsieur Beaumont, il y a un blog, vous devez le voir. » Je l'ai ouvert immédiatement. La vérité derrière les fausses accusations. Anonyme, mise en page sophistiquée, rédaction professionnelle. Il présentait un récit très différent de ce qui s'était passé dans ma salle à manger. Hélène était une menteuse, une femme aigrie inventant des histoires pour attirer l'attention et l'argent. J'étais un avocat misandre utilisant ma fille comme pion dans une croisade anti-homme. Maxime Forestier était la vraie victime, un homme bien détruit par les fabulations d'une femme toxique. Le blog incluait des photos. Hélène à une fête, riant, tenant un cocktail. Hors contexte, cela semblait accablant. Moi sortant du palais de justice, le visage grave et déterminé, légendé comme le manipulateur. Au 5e jour, le blog avait été partagé 3000 fois. Hélène a reçu l'appel des ressources humaines jeudi. Ils étaient préoccupés par la réputation de l'entreprise. Ils étaient profondément désolés, mais compte tenu des circonstances, ils n'avaient pas le choix. Elle y avait travaillé pendant 4 ans, employée du mois 2 fois, partie en un appel téléphonique de 5 minutes. À l'épicerie, une vieille amie d'Hélène, Rachel Dubois, quelqu'un que je connaissais depuis qu'Hélène avait 12 ans, s'est littéralement retournée dans le rayon des produits capillaires quand elle nous a vus arriver. Elle a fait semblant de ne pas nous voir. Le visage d'Hélène s'est effondré. Puis mon comptable a appelé. « Georges, le fisc veut un audit complet. 5 ans de déclaration. Ils disent qu'il y a des irrégularités. » Je savais mieux. Ce n'était pas une question d'irrégularité. C'était une question de pression. La famille Forestier avait des connexions, de l'argent, des ressources qui atteignaient des endroits que j'avais sous-estimés. C'est à ce moment-là que ça m'a frappé. Vraiment frappé. J'avais été tellement concentré sur la victoire de la bataille juridique que je ne m'étais pas préparé à celle-ci. Le tribunal de l'opinion publique. La destruction silencieuse de tout ce qu'Hélène avait construit. L'étranglement lent de ma réputation professionnelle. J'avais passé 32 ans à défendre des femmes contre des hommes qui utilisaient le pouvoir pour les faire taire. Et maintenant, je regardais Maxime et Judith faire exactement cela à Hélène. Sauf qu'ils n'utilisaient plus seulement la force physique. Ils utilisaient le récit, les campagnes de chuchotement, les fuites stratégiques vers des blogueurs sympathiques, une agression anonyme et coordonnée sur notre crédibilité. La police avait les preuves. L'affaire était solide. Mais rien de tout cela n'avait d'importance si personne ne voulait nous écouter. Si chaque fois qu'Hélène essayait de parler, les gens voyaient une photo de fête et un cocktail. Si chaque fois que j'essayais de défendre, les gens voyaient un fanatique. Hélène m'a trouvé dans mon bureau ce soir-là. Elle semblait plus petite que jamais. « Papa, et s'il gagne ?» a-t-elle demandé doucement. Je voulais lui dire qu'il ne pouvait pas. Je voulais lui promettre que la vérité prévaut toujours. Mais j'apprenais douloureusement que la vérité n'est qu'une voix dans une pièce beaucoup plus bruyante. « Nous n'avons pas fini ?» ai-je dit. « Pas encore. » Elle a hoché la tête, mais l'espoir dans ses yeux s'était terni. 2 semaines se sont écoulées comme ça. Nous en suspens, le blog grandissant, les chuchotements se propageant, mon audit s'élargissant. Et puis, un mardi après-midi, mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. C'était du téléphone de prison de Maxime.
Dis à Hélène que je rentre à la maison et que je prends ce qui m'appartient. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé autre chose. Maxime et Judith n'essayaient pas seulement de détruire notre affaire. Ils jouaient un jeu plus long et je ne comprenais toujours pas l'ampleur complète de ce à quoi j'étais confronté. Maxime a commencé à envoyer des textos depuis la prison via le téléphone de son avocat. Le premier message est arrivé un mercredi après-midi. Je suis désolé, j'ai réfléchi, j'ai fait une erreur. Je n'étais pas moi-même ce soir-là. Hélène me l'a lu avec des mains tremblantes. Je pouvais voir le conflit dans ses yeux, la partie d'elle qui voulait le croire, en guerre avec la partie qui se souvenait de ses points. Le deuxième message est arrivé 2 jours plus tard. J'ai suivi une thérapie. Le psychologue dit que j'ai un trouble du contrôle des impulsions. Je ne le savais pas. Je me fais aider, Hélène. Vraiment aider. Je ne suis pas l'homme que tu as vu. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à vaciller. Peut-être qu'il ne savait vraiment pas, a-t-elle dit doucement. Peut-être que ce n'est pas de sa faute. Je me suis assis en face d'elle à la table de ma cuisine et j'ai sorti les statistiques que j'avais compilées au cours de 3 décennies. 70% des femmes qui retournent vers leurs agresseurs subissent une violence accrue au cours de la première année. Les données étaient brutales et indéniables. Hélène, écoute-moi. C'est une manipulation classique. Les excuses, le diagnostic, le récit thérapeutique, c'est conçu pour te faire sentir responsable de sa guérison. Elle a pleuré fort. Le genre de pleurs qui vient du fait d'être prise entre l'amour et la survie. Je sais, a-t-elle murmuré. Je sais, mais j'ai besoin de temps pour réfléchir. Je lui ai donné ce temps. C'était la chose la plus difficile que j'avais faite en des semaines. 14 jours plus tard, le téléphone a sonné à 2 heures du matin. Monsieur Beaumont, c'est le brigadier Keller. La maison de votre fille a été vandalisée de manière extensive. Mon cœur s'est arrêté. Mais ce n'était pas Hélène. C'était la maison de ville, celle qu'elle avait partagée avec Maxime, celle dont elle avait déménagé après son arrestation. Quand nous sommes arrivés, la scène était dévastatrice. La porte d'entrée était fracassée, les fenêtres explosées, de la peinture en spray couvrait chaque surface. Menteuse. Je vais te tuer. Ce n'est pas fini. Il avait traversé le plâtre à coups de poing, fracassé les meubles. La destruction était systématique, intentionnelle. Une crise de rage de 3 heures capturée par chaque caméra de sécurité du quartier. Il a violé l'ordonnance restrictive, a expliqué le brigadier Keller. Il a appelé son avocat depuis un téléphone jetable, embauché quelqu'un pour le faire sortir pour la nuit. Ils ont été négligents. Nous l'avons en vidéo. Plusieurs angles, d'une clarté cristalline. Maxime a été arrêté à nouveau en quelques heures. J'ai regardé les images moi-même. 4 heures plus tard, je regardais encore. La façon dont il se déplaçait dans la maison, la précision de sa destruction, le moment où il a pulvérisé « Je vais te tuer » directement sur la caméra, regardant droit dans l'objectif, nous défiant de le poursuivre. Ce n'était pas un trouble du contrôle des impulsions. C'était calculé. C'était un message. C'était Maxime montrant à Hélène exactement ce qu'il attendait si elle témoignait. Enfin, nous avions des preuves inébranlables. Vidéo, claires comme le jour, indéfendables. Mais en le regardant détruire ce qui avait été la maison d'Hélène, j'ai réalisé autre chose. Il ne s'agissait plus de gagner. Il s'agissait de survie. Pour lui et pour Hélène. Enfin, ai-je dit au brigadier Keller, nous avons des preuves solides, mais il y a quelque chose d'encore plus important qui arrive. 3 jours plus tard, un colis anonyme est arrivé au commissariat. Il m'était adressé, marqué « Preuves urgentes » à l'intérieur. À l'intérieur se trouvaient des enregistrements audio. Des heures d'enregistrement. Et quand j'ai écouté le premier, j'ai compris pourquoi quelqu'un avait attendu 11 ans pour les envoyer. Le colis ne portait aucune marque, aucune adresse de retour, aucun tampon postal. Juste mon nom écrit d'une écriture soigneuse et délibérée. À l'intérieur se trouvaient des fichiers, des dizaines d'entre eux, une clé USB et une lettre manuscrite. Le brigadier Keller était assis en face de moi dans son bureau alors que nous écoutions le premier enregistrement. L'audio était granuleux, mais assez clair. La voix de Judith était reconnaissable. Il devait comprendre sa place. Les femmes comme ça, les femmes indépendantes, elles doivent apprendre le respect.
Maxime comprend ça maintenant. Je le lui ai appris. Le deuxième enregistrement provenait d'une date différente. Judith encore, parlant à Maxime d'une manière qui me retournait l'estomac. C'est ce que nous avons fait avec ton père. Il voulait résister aussi. Mais certains hommes ne méritent pas de seconde chance. Mes mains sont devenues froides. Le troisième enregistrement était encore pire. Penses-tu être capable de faire ce qui est nécessaire ? Demandait Judith. Oui, maman. Je sais ce que tu as fait, a répondu Maxime. Ce qu'elle avait fait ? Le brigadier Keller a mis l'enregistrement en pause. Monsieur Beaumont, nous devons faire intervenir les homicides. Nous rouvrons l'enquête sur la mort de Richard Forestier il y a 11 ans, classée comme crise cardiaque. Mais le quatrième enregistrement était une menace directe. Si Georges ne recule pas, a dit Judith froidement. Peut-être qu'elle aura un accident aussi. Les accidents arrivent aux gens qui s'immiscent. C'est à ce moment-là que la porte du bureau s'est ouverte. Un vieil homme se tenait là, 77 ans, cheveux gris, mains tremblantes. Derrière lui se trouvait un jeune officier qui l'avait escorté depuis la salle d'attente. « Je suis Martin Forestier », a-t-il dit doucement. « Le frère de Richard. C'est moi qui ai envoyé le colis. » Pendant un moment, personne n'a bougé. Martin s'est assis lourdement. Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. « Je sais depuis 11 ans. Judith a tué Richard. Je l'ai entendu le planifier. Je l'ai entendu le faire. Mais j'avais peur. J'ai toujours eu peur d'elle. Quand Richard est mort, je me suis dit que c'était une crise cardiaque. Je me suis laissé y croire. « Pourquoi envoyer les enregistrements maintenant ?» a demandé Keller. Les yeux de Martin ont trouvé les miens. « Parce que j'ai regardé ce qu'elle a fait à votre fille. Et j'ai réalisé que si je n'agissais pas maintenant, elle continuerait à détruire les gens. Elle ne s'arrêterait jamais. Elle avait déjà tué une fois. Pourquoi hésiterait-elle à nouveau ?» Il a sorti son téléphone. J'ai passé 3 semaines à me rapprocher de Judith, à enregistrer des conversations. Elle parle à Maxime de tout quand elle pense que personne n'écoute. Elle est fière de ce qu'elle a fait à Richard, fière de la façon dont elle a contrôlé Maxime, fière de la façon dont elle essaie de détruire Hélène. Les mains de Martin tremblaient pendant qu'il parlait. J'ai été lâche pendant 11 ans, mais en regardant cette jeune femme se faire battre, en vous regardant vous battre si fort, je ne pouvais plus être lâche. Je devais choisir entre ma peur et ma conscience. Je ne savais pas quoi dire. « Il y a plus », a continué Martin. Il m'a tendu un dossier. Dossiers médicaux, l'autopsie de Richard. Il y avait de la digitaline dans son système, à action lente. Judith y avait accès. Elle lui donnait toujours des compléments, des vitamines. Personne n'a rien soupçonné parce qu'elle a joué la veuve éplorée à la perfection. Le brigadier Keller passait déjà des appels. Agents fédéraux, inspecteurs des homicides, la machinerie de la justice se déplaçant enfin dans la bonne direction. Alors que Martin quittait le bureau, placé immédiatement sous protection, il s'est arrêté à la porte. « Je suis désolé que ça m'ait pris si longtemps », a-t-il dit. « Je suis désolé d'avoir eu peur. » Je voulais lui dire que ça n'avait pas d'importance, qu'il était courageux maintenant, quand ça comptait. Maintenant, nous avions la preuve que Judith Valmont ne protégeait pas seulement un agresseur. Elle était une meurtrière, une tueuse calculée et délibérée qui s'en était tirée pendant plus d'une décennie. Et elle avait élevé un fils qui reflétait parfaitement ses ténèbres. Avec ces nouvelles preuves, le bureau du procureur a rouvert l'enquête sur la mort de Richard Forestier d'il y a 11 ans. Tout allait changer. Le procès de Maxime Forestier dura 3 semaines. Le juge Léonard Dubois présida avec la patience de celui qui a tout vu. Les preuves étaient simples. Vidéosurveillance, mon témoignage, le récit d'Hélène, la documentation de Keller. La défense plaida le trouble du contrôle des impulsions, blâma l'influence de Judith. Maxime était une victime de son éducation. Le juge Dubois n'y crut pas. Les preuves montrent un schéma de violence calculé. Pas une impulsion, un choix, des choix répétés. Coupable. 5 ans de prison ferme, ordonnance restrictive permanente, gestion obligatoire de la colère. Maxime regarda Hélène. Pas de remords, juste du vide. Hélène pleura, mais j'ai vu du soulagement. 2 mois plus tard, le procès de Judith Valmont. Les enjeux étaient plus élevés. Il s'agissait de meurtre. Les enregistrements,
Le témoignage de Martin. Le rapport médico-légal réexaminé. Digitaline dans le système de Richard. Les dossiers financiers, 2 millions d'euros, le patrimoine de Richard. Elle avait vécu du produit de son meurtre pendant une décennie. Judith monta à la barre et attaqua. Georges Beaumont détruit les familles. C'est un misandre. Vous ne vous aidez pas, dit le juge Dubois. Elle continua à crier. Personne ne l'a cru. 6 heures de délibération. Coupable de meurtre avec préméditation. 12 ans de prison. En partant, elle croisa mon regard. Pas de remords, juste de la rage d'avoir été attrapée. En sortant du palais, je réalisais, la justice et la guérison ne sont pas la même chose. La loi pouvait les enfermer, mais elle ne pouvait pas défaire les dégâts. La justice fut rendue, mais la vraie guérison était une bataille différente. 6 mois plus tard, devant la photo de Catherine, je réalisais que quelque chose avait changé en moi. La permission de vraiment vivre à nouveau. 5 ans ont passé depuis ce dîner fatidique. Je suis dans mon bureau à Lyon. La maison est paisible. Hélène a sa propre vie, son propre bonheur. La semaine dernière, je l'ai vue rire avec Thomas Mercier. Vraiment rire. Le rire de quelqu'un qui connaît la différence entre la peur et la liberté. Thomas est un homme bien. Respectueux, sincèrement intéressé par ses rêves. Il l'encourage à voir ses amis. Il ne contrôle rien. Il l'aime comme l'amour doit être ressenti. Autour d'un café, Hélène tint ma main. Merci de ne pas avoir lâché prise. De m'avoir cru quand je ne me croyais pas moi-même. Ta mère serait tellement fière de toi. Je pense qu'elle le sait. J'ai passé l'année à écrire mes mémoires, pour transformer le traumatisme en quelque chose d'utile. Pour aider à reconnaître les signes, l'isolement, le contrôle déguisé en amour, la violence qui commence doucement. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme, tout cela en aura valu la peine. Maxime et Judith sont en prison, là où ils doivent être. Mais il y en a des milliers comme eux, des milliers d'Hélène piégées, des milliers de Georges qui dorment à travers les signes. Alors je vous le demande, quand allez-vous prendre la parole? Si quelqu'un est contrôlé, isolé, frappé, quand direz-vous quelque chose? Quand dépasserez-vous l'inconfort de vous impliquer? Et si vous êtes celle qui est blessée, quand direz-vous « ça suffit » ? Quand comprendrez-vous que vous méritez mieux? Le véritable amour ne vous oblige pas à disparaître. Il n'exige pas votre soumission. Il ne vient pas avec des bleus et des promesses. Le véritable amour vous élargit, vous protège, vous célèbre. Catherine avait essayé de me mettre en garde. J'étais trop aveuglé par le deuil, mais j'ai agi quand ça comptait. Grâce à cela, Hélène est libre. C'est l'héritage que je veux laisser. La preuve que la violence peut être arrêtée, que la justice est possible, que la guérison est réelle. Je regarde le coucher de soleil sur Lyon. Hélène construit une vie qui lui appartient. Et pour la première fois depuis des années, je peux respirer. Ne soyez pas comme moi. N'attendez pas les bleus. Ne rationalisez pas l'isolement. Ne confondez pas le contrôle avec l'attention. Le véritable amour vous élargit, célèbre votre indépendance. Si quelqu'un vous coupe de vos amis, surveille vos mouvements. Critique tout, ce n'est pas de l'amour. C'est une cage. Je suis un homme de foi. Dieu ne conçoit pas l'amour pour blesser. Si vous priez pour endurer la violence, sachez que la réponse pourrait être « partez ». Parfois, la protection ressemble à une fuite. Cela arrive à des millions de femmes en ce moment. Des femmes qui ne se reconnaissent plus. Des femmes piégées dans le cycle dont Hélène a failli ne pas s'échapper. Si vous reconnaissez ces signes, ne restez pas silencieux. N'attendez pas le moment parfait. N'espérez pas qu'il changera. Agissez. Maintenant. Parce que le véritable amour ne fait jamais mal. Et vous méritez le véritable amour. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.